Après son sacre, elle est célébrée. Muriel Aoré, double médaillée d'argent au 100 et 200 mètres féminin. Accompagnée de sa mère, son manager et son entraîneur, est allée présenter officiellement ses médailles au président et lui dire merci pour tout le soutien qu'il lui a apporté. Un instrument indispensable mais très critiqué par les populations. À tort ou à raison, les prestations de la compagnie ivoirienne d'électricité ne sont pas appréciées par bien d'Ivoiriens. De son côté, la compagnie dit toujours œuvrer pour faciliter la vie à ses clients. Éclairage dans ce journal. Et puis, ce qui passe pour être une porte de sortie pour éviter l'intervention en Syrie. La Russie a appelé la Syrie à placer sous contrôle international son arsenal chimique pour éviter des frappes occidentales. Proposition approuvée par Damas et Téhéran. Et puis on vient de l'apprendre, faute d'accord entre les partisans de l'option militaire et les partisans de la Russie, la réunion prévue au Conseil de sécurité sur la Syrie ce soir à 20h a été ajournée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Tout d'abord, cette image au palais présidentiel, celle du président Ouattara qui a reçu en audience ce mardi l'ancien chef d'État de la République fédérale du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Les deux hommes d'État ont échangé durant plus de 2 heures, mais rien n'a filtré de cette rencontre. Rappelons qu'Olusegun Obasanjo a été président du Nigeria de 1976 à 1979, puis de 1999 à 2007. Il dirige aujourd'hui une fondation qui porte son nom, spécialisée dans le domaine de la sécurité physique des êtres humains et dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Avant l'ex-président nigérian, le chef de l'État a reçu Muriel Aoré, double médaille d'argent aux 100 et 200 mètres féminines aux derniers Jeux olympiques de Moscou. Accompagnée de sa mère, son manager et son entraîneur, la flèche ivoirienne est allée présenter officiellement ses médailles au président et lui dire merci pour tout le soutien qu'il lui a apporté. Au sortir de l'audience, le président Ouattara a exprimé sa fierté à l'athlète Cathy Touré. Étape 2 de la fête à Muriel Aoré. Après avoir enflammé les pistes de Moscou au mois d'août dernier, l'audience a elle accordée par le supporter ivoirien numéro 1, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À ses côtés, sa mère, son staff managérial et son entraîneur. Au sortir de la rencontre, c'est en parfaite harmonie que le président de la République et sa vaillante athlète se sont exprimés. Alors, je vous présente une personne qui n'a pas besoin d'être présentée. Bien sûr, notre star, notre fierté. Et vous dire que je suis tellement heureux de revoir Muriel et surtout de la féliciter après cette performance exceptionnelle. Vous voyez, j'ai 2 médailles là. Il y a 2 médailles. Alors, je lui ai dit que la prochaine fois, nous aurons 2 médailles en or. 2 médailles en or, pardon, voilà. Donc, elle va gagner une et moi, je gagnerai l'autre. Nous allons la soutenir. On te soutiendra. Et l'entraînement coûte cher. Le séjour aux États-Unis coûte cher. Les médecins, les kinés, tout cela, la Côte d'Ivoire en fait son affaire. Donc ma fille, je voudrais qu'elle soit rassurée qu'elle n'a pas plus de soucis à se faire. Merci. Voilà. Je suis très émue et j'ai même pas de mots, je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, merci pour tout le soutien et le support. J'appelle vraiment la jeunesse à vraiment essayer. Le travail est vraiment très très important. J'ai travaillé tellement dur pour être ici aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillée comme ça en un jour. C'est des années et des années et des années de travail. Devant la popularité et l'admiration que les Ivoiriens accordent à la championne, le président de la République, Alassane Ouattara, a vite fait de prendre les devants avec l'humour qu'on lui connaît. Muriel m'a promis qu'elle ne serait pas candidate en 2015. Plusieurs autres rendez-vous à l'agenda de la princesse des pistes, dont l'apothéose est prévue samedi prochain dans son village natal de Modeste. J'en viens à cette autre audience, à quelques mètres de la présidence de la République. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le président de la Société ivoirienne de gynécologie et d'obstétrie. La structure prépare son congrès en octobre prochain. Son premier responsable, le professeur Anangba Simplice, est donc allé remettre l'invitation du Premier ministre qui y est attendu, Hugues Veblé. Chez le Premier ministre, la Société de gynécologie et d'obstétrie de Côte d'Ivoire s'est rendue pour lui faire cas de son congrès à venir. Prévu du 7 au 9 octobre, il se tiendra à Yamoussoukro
et va réunir les gynécologues, les obstétriciens et les sages-femmes de Côte d'Ivoire, mais aussi leurs collègues d'autres pays d'Afrique et de France. À ce colloque auquel le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été invité, sera évoquée l'amélioration de la santé des Ivoiriens en matière d'accouchement. L'enjeu principal de ce congrès, c'est sensibiliser les acteurs de santé à l'amélioration des indicateurs de la santé, tels que réduire les taux de mortalité maternelle. Car la Côte d'Ivoire rend des comptes à l'étranger sur le plan international sur ces indicateurs de santé, qui permet de jauger le niveau de vie, le niveau de développement d'un pays. En 2012, ont été enregistrés 614 cas de décès pour 100 000 naissances. La Côte d'Ivoire peut compter sur la disponibilité de la Banque mondiale pour l'extension de la centrale thermique d'Azito. L'assurance a été donnée ce mardi par Keiko Honda, vice-président de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA, structure du groupe de la Banque mondiale. Elle s'est rendue sur les lieux aujourd'hui et s'est dite émerveillée par la capacité de la Côte d'Ivoire à produire de l'électricité à partir de cette centrale. Broléon. La MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la Banque mondiale à la centrale électrique d'Azito. Occasion pour Keiko Honda, vice-présidente de cette institution, de s'imprégner des performances de l'unité de production d'électricité à base de gaz naturel. 2100 gigawattheures en 2012, soit 30% de la production nationale d'électricité. Cette performance, ont expliqué les responsables, devra atteindre les 3000 gigawattheures en mai 2015 à la fin des travaux d'extension de la centrale pour combler le déficit national et exporter davantage d'électricité. Ce projet est important non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble de la sous-région. Et nous sommes fiers, et le peuple de la Côte d'Ivoire doit être très fier. Et MIGA contribuera à l'extension de la centrale d'Azito et assurer qu'elle donne de l'électricité à l'ensemble des citoyens du pays. Notre participation est de plus de 100 millions de dollars sur l'extension de la centrale d'Azito. Ce projet d'extension de la centrale électrique, dite phase 3 d'Azito, va coûter au total 430 millions de dollars, l'équivalent d'environ 200 milliards de francs CFA. Les travaux significatifs vont démarrer en octobre prochain. Pour l'heure, le projet est à sa phase préliminaire avec ses travaux préparatoires. Il est un instrument indispensable dans la vie des populations, mais très critiqué par une partie de celles-ci. À tort ou à raison, les prestations de la compagnie ivoirienne d'électricité ne sont pas appréciées par bien d'Ivoiriens. De son côté, la compagnie dit toujours œuvrer pour faciliter la vie à ses clients. Le reportage de Patricia Oumouetia. Une file indienne devant l'agence de la compagnie ivoirienne d'électricité à Abobo. Clients de la CIE, ils sont là pour régler leurs factures. Depuis longtemps, j'attendais ce sujet, depuis longtemps. Mais ce que j'ai à dénoncer, c'est qu'on a des factures ici où les prix sont très élevés. Ce n'est pas ces factures-là qu'on consomme avant. Paul fait selon lui des factures non justifiées. 197 000. C'est pourquoi moi, je ne suis pas un industriel. Mais comme ils sont seuls, ce qu'ils disent, c'est ça on fait. La compagnie ivoirienne d'électricité ne pratique pas de facturation abusive. C'est ce que soutient l'un des responsables. Selon lui, Paul est dans une situation de fraude. Les 187 000 pour un client au tarif 5 ampères, c'est effectivement le montant des rappels de consommation en cas de constat de fraude. Ce montant est calculé sur la base des textes en vigueur. À Djamé, quartier Dallas, ici les clients demandent un règlement des factures au cas par cas. Ils réclament un délai raisonnable. Ah, on n'est pas l'argent. On veut payer moitié, ça reste moitié là. Mais quand ils vont enlever là, on ne nous dit pas qu'ils vont enlever. Le délai est trop court maintenant par rapport à avant. Avant, on restait au moins 1 mois et demi, 2 mois presque pour payer. Mais maintenant, il suffit de faire 17 jours, il faut que tu payes. À Williamsville également, les clients sont mécontents. Kone Adama a passé le week-end dans le noir. Il y a eu la facture du courant qui est venue. Bon, c'était 60 000. Maintenant, le dernier délai, c'était vendredi. On ne travaille pas samedi. Dimanche, on ne travaille pas.
Maintenant, ce lundi, on s'est organisé, on partait payer et puis ils sont venus enlever. La preuve même, voilà ça. Voici l'une des niches de courant qui alimente le quartier Sema. Elle a été posée par les agents de la CIE. Bachirou explique la procédure pour la fourniture en électricité dans ce quartier périurbain. On est obligé de sortir un peu des bosses qui sont à côté, demande le numéro de terrain avant d'aller à la CIE. Quand tu vas là-bas, on te demande, quand tu montes ça, c'est sur ça que tu vas faire tes abonnements pour venir avec ça. Là, chaque fin de mois maintenant, on vient te donner le facture. Le courant ne passe plus entre la compagnie ivoirienne d'électricité et certains clients. Les nombreuses actions engagées par l'État vont contribuer à améliorer progressivement la qualité du produit et réduire les coupures d'électricité. La construction du barrage hydroélectrique de Soubré portera la puissance électrique à plus de 400 MW. Tous ces efforts ne peuvent que être bénéfiques pour les Ivoiriens. Les seuls à juger la qualité du service fourni par la compagnie ivoirienne d'électricité. Tous les élèves qui ne se seront pas inscrits au plus tard, une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre prochain, seront considérés comme démissionnaires. À ce jour, seulement 50% de l'effectif attendu pour l'opération d'inscription en ligne a été atteint. L'information a été donnée par le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux du ministère. Herman Yamiel. À quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014, seulement un peu plus de 50% des effectifs attendus sont inscrits. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique joue la carte de la fermeté. Tout élève non inscrit une semaine après la rentrée officielle fixée au 16 septembre 2013 sera considéré comme démissionnaire. Le retard de début du cours joue sur le temps scolaire. Nous avons 32 semaines. Il faut que les 32 semaines soient respectées. Et plus on prendra du retard à commencer les cours, plus on va entamer les 32 semaines. Au finish, on n'aura plus peut-être 32 semaines, mais moins de 32 semaines. Et on ne serait pas en conformité avec les normes de l'UNESCO. Le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est également prononcé sur le cambriolage du lycée Mami Feta des jeunes filles de Benjerville. Kouyaté Abdoulaye souligne que les populations doivent retenir qu'aucun établissement secondaire ne dispose de fonds relatifs aux inscriptions en ligne. Il est donc inutile de les cambrioler. La Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, a remis aujourd'hui les diplômes à 70 élèves en fin de formation. Ils sont issus de la 9e promotion des contrôleurs en prévention et de la 17e promotion des techniciens en sécurité sociale. La cérémonie était placée sous la présidence du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Maïsako. La couverture de la protection sociale est de 15% en Afrique subsaharienne. Un taux jugé faible au regard des besoins grandissants des populations. Malheureusement, c'est bien le triste taux que nous constatons. Et 15% de couverture, c'est bien trop faible. Et il faut que dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, nous arrivions à un taux de couverture de 50%. Je crois que c'est un minimum qu'on puisse attendre de l'Afrique. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces taux qui sont des taux trop faibles et qui mettent finalement nos populations en danger. La cérémonie de remise de diplôme vient à point nommé pour renforcer l'effectif des travailleurs de la sécurité sociale. Les récipiendaires, au nombre de 70, viennent de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée et du Congo. Ils promettent d'apporter leur pierre à l'édification de la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. Je dois intervenir dans des entreprises pour promouvoir la prévention au sein des entreprises parce que aujourd'hui nos travailleurs sont soumis à de nombreux risques. Donc je me dois d'être présente pour ma société, de montrer une bonne image de ma société auprès des entreprises, auprès des travailleurs. Après la formation, nous sortons gestionnaires. Voilà, gestionnaires à la CNPS. À la CNPS, nous avons des gestionnaires. Nous avons les gestionnaires de compte, c'est-à-dire ceux qui sont au service de recouvrement. Et nous avons les gestionnaires qui se chargent des prestations. Une chose, c'est d'avoir la formation, mais une chose, c'est de la mettre en pratique pour la satisfaction de ceux-là même qui nous ont apporté cette formation. Désormais munis de leur diplôme, ces élèves vont être directement affectés dans les caisses de sécurité sociale de leur pays ou dans des entreprises. Le désert avance. Sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA, les experts ont décidé de converger leur politique de lutte contre la désertification. Un document dit de convergence est élaboré. Il sera adopté par les ministres après-demain. En attendant, les experts de la sous-région examinent le dit document à l'effet de le rendre opérationnel. Noël Niagno. La forêt en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,
est menacée. Les données statistiques indiquent une disparition de l'ordre de 900 000 hectares par an. Principaux facteurs de cette déforestation, l'agriculture traditionnelle, itinérante, l'exploitation effrénée de bois d'énergie qui représente 80 à 90% de l'énergie consommée dans la sous-région. La CEDEAO et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé avec l'appui de partenaires au développement de circonscrire le mal et freiner l'avancée du désert. Cela depuis plus d'une décennie. Un plan est mis en place à cet effet. Il est intitulé « Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de l'Afrique de l'Ouest », couplé du programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification. Le commissaire chargé de l'environnement et des ressources en eau, la CEDEAO, situe les enjeux de cette convergence. Quand la grande forêt s'amenuise, les autres, leur dégradation s'accélère. Si la forêt, on arrive à arrêter la dégradation des forêts, en même temps, on arrive à freiner la dégradation des autres écosystèmes. Voilà qui conforte l'interpellation du ministre ivoirien des forêts, de la faune et de l'environnement en direction des experts. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour alimenter de vos réflexions ces projets de documents afin de permettre à nos pays de gérer de manière durable et concertée nos terres, nos ressources forestières, fauniques et nos ressources en eau pour le bien-être de nos populations. Le représentant de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, est du même avis et a souhaité que cette rencontre forge la voie de l'Afrique de l'Ouest dans les perspectives du rendez-vous sur la gestion durable des ressources naturelles. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, tisse sa toile à travers tout le pays. Dans la ligne de mire, un appui au monde rural. Elle se rapproche de plus en plus des paysans, surtout des zones aux énormes potentialités agricoles. C'est le cas de la zone de San Pedro. Elle vient d'être érigée en délégation régionale de l'ANADER du Sud-Ouest. Justine Saïdjike. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, installe 10 délégations régionales pour rapprocher ses services du monde agricole. La zone de San Pedro devient la délégation régionale du Sud-Ouest, couvrant ainsi 8 zones, à savoir Tabou, San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoa, Oumé, Lakota et Divo. Les 8 chefs de zone passent alors la main au premier délégué régional de San Pedro, Koulibaly Amadou, qui a désormais à charge la gestion technique du monde agricole de cette région aux énormes potentialités agricoles et économiques, du fait qu'elle est la nouvelle boucle du cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et abrite le premier port mondial exportateur de fèves de cacao. Le directeur général de l'ANADER, Dr Sidiki Sissé, présent à l'occasion, a partagé avec ses collaborateurs sa vision managériale de l'ANADER pour qu'elle demeure le seul partenaire privilégié et incontournable du monde paysan. Il a aussi donné les raisons de l'érection de San Pedro en délégation régionale. Le préfet nous a interpellés par rapport à la création, à la réouverture de la délégation régionale ANADER. Parce que comme vous le savez, les activités rizicoles, les activités évéicoles, les activités en matière de cacaoculture sont devenues nombreuses. Et beaucoup de partenaires aussi sont installés dans la région et tout cela appelait que l'ANADER soit à côté puisque c'est elle qui exécute l'ensemble des opérations au niveau du terrain. L'installation de cette délégation régionale de l'ANADER à San Pedro vient donc à point nommé selon les élus locaux et les autorités administratives du département de San Pedro. Ils sont au nombre de 2000, ces Ivoiriens qui vivent en Afrique du Sud. Certains parmi eux sont bien intégrés, c'est le cas de Paul, un prospère homme d'affaires. Il y en a d'autres par contre à qui la vie n'a pas accordé tant de chance. Notre reporter Delphine Blanc en a rencontré quelques-uns. Elle nous fait découvrir dans le reportage qui va suivre la vie des Ivoiriens dans le pays de Nelson Mandela. Reportage. Paul est ivoirien. Il vit en Afrique du Sud depuis 18 ans avec sa famille. Il habite Kilam, centre-ville de Johannesburg, dans une villa de 7 pièces. C'est ici que j'ai reçu les Ivoiriens qui sont venus en Coupe d'Afrique. Ils se sont bien amusés ici. C'est en 1995 que Paul est allé en Afrique du Sud. Il est homme d'affaires et manager de 4 cliniques. J'ai des amis sud-africains qui sont associés avec moi pour que j'ai atterri à
cette activité. Nous avons des amis qui veulent aller investir en Côte d'Ivoire. Paul a par ailleurs invité les Ivoiriens à travailler davantage pour se faire une place au soleil, car, a-t-il ajouté, rien n'est facile au pays de Mandela. Comme Paul, 2 autres Ivoiriens, Cissé et Kwame, ils sont bien intégrés. Ils ont des ateliers de réparation de voitures. Le travail, rien que le travail, avance Cissé et Kwame, qui font aujourd'hui la fierté des Ivoiriens en Afrique du Sud. Cap sur la Maison des Ivoiriens en Afrique du Sud, maison située à Yeoville. Il est 20h à Johannesburg, soit 18h à Abidjan. La Maison des Ivoiriens, véritable endroit de retrouvailles. Cette maison même qui prend, je peux dire, tous les Africains, tout le monde. C'est cette maison qui reçoit vraiment nous qui sommes quittés à l'ouest. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et voilà, on attend des amis. Dans cette ambiance, certains Ivoiriens rencontrent des difficultés. Ils se retrouvent à la Maison des Ivoiriens pour partager leurs soucis. Je suis un étudiant, je fais les mines ici. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, mais en matière d'études, on essaie de coller les épaules, de s'adopter et puis d'essayer de faire avec. Même si on sait que quand même, si tu as tes diplômes, que tu viens, on te dit donc de recommencer certains trucs à zéro. En fait, nous les étudiants, on a pratiquement un problème ici en Afrique du Sud pour pouvoir fréquenter. On a des problèmes. La communauté ivoirienne en Afrique du Sud est estimée à près de 2000 personnes. Retour en Côte d'Ivoire et sachez que le Collège des conseillers du Conseil national de la presse CNP, réuni en sa 16e session ordinaire le jeudi 5 septembre 2013, a examiné les documents transmis par les entreprises dont les titres ont été suspendus à l'issue de la session ordinaire du 6 juin 2013. Au terme de délibération, 2 entreprises de presse ont vu l'interdiction de parution de leurs titres levée. Il s'agit de Canal Street, éditrice de Mobideco, et de Sentiers d'Afrique SARL, éditrice de Sentiers d'Afrique et de Abidjan 24. Toutes celles ayant déposé des dossiers au siège du CNP et dont les noms ne figurent pas dans le présent communiqué sont invités à fournir les pièces manquantes. Adama Bictogo, député à l'Assemblée nationale et ex-ministre de l'Intégration, était aujourd'hui l'invité des rendez-vous de la Maison de la Presse, organisée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. L'ex-ministre s'est prononcé sur divers sujets de l'actualité ivoirienne, notamment sur la réconciliation nationale. Honorine Nigoré. À cette rencontre Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, opérateur économique, on a parlé entre autres de la démission de l'ex-ministre du gouvernement, du processus de réconciliation nationale, de la politique, de la construction des logements sociaux par l'État de Côte d'Ivoire, du binôme café-cacao, de la Syrie et des activités de parlementaires et d'opérateurs économiques exercées par l'invité de l'UNJCI. Adama Bictogo a rassuré qu'il se sent très bien dans la fonction d'opérateur économique. Aussi a-t-il indiqué qu'il entend s'investir dans le domaine de la création d'emplois parce qu'habité par le sens du partage. Je me sens bien, très bien comme opérateur économique. Je souhaite pour nous tous une Côte d'Ivoire plus rassemblée pour qu'ensemble nous relevons les défis de l'emploi qui mine nos familles. Là-dessus, c'est dans une Côte d'Ivoire apaisée que nous pourrons trouver les solutions de l'emploi pour résorber le chômage. Le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, a saisi l'occasion pour livrer ses priorités axées sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes. Séance tenante, Adama Bictogo a équipé la bibliothèque de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, des ouvrages de 2 journalistes, Lébri Léon Francis et Venance Conan. Adama Bictogo a promis d'offrir une ambulance à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire les jours à venir. La 3e Assemblée générale ordinaire de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA se tient ici à Abidjan depuis ce matin, à l'issue de la rencontre qui devrait désigner un autre président pour succéder à Albert Tevodjré. Les médiateurs entendent jouer un rôle de premier rang dans le règlement des conflits dans l'espace UEMOA. Herman Niamia.
Bientôt, une nouvelle orientation de la médiation dans l'espace UEMOA. Les médiateurs des pays membres de la communauté en conclave à Abidjan veulent désormais jouer un rôle de premier plan dans le règlement des conflits dans la sous-région. Pour eux, bien que l'aide extérieure soit d'une importance capitale, le règlement des conflits en Afrique doit être d'abord l'affaire des Africains. Parce que, disent-ils, l'Afrique a ses valeurs ancestrales de règlement des conflits dont ils peuvent s'inspirer pour les adapter aux situations actuelles. On est venu à Abidjan pour une réunion de refondation de la médiation en Afrique. Nous avons une situation explosive sur notre continent et si nous ne faisons pas attention, nous aurons véritablement besoin d'une lourde intervention internationale pour nous sortir d'embarras. Il ne le faut pas. La grande chancelière de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri Diabaté, représentant le président de la République, s'est réjoui de l'implication des médiateurs des pays membres de l'UEMOA dans la résolution de la crise malienne et celle de la Guinée-Bissau qui est en phase d'être réglée. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a été créée le 29 octobre 2008. Son objectif, renforcer la coopération entre les États et les échanges d'expériences entre les médiateurs de l'UEMOA afin d'améliorer la protection des citoyens et assurer l'efficacité des administrations nationales. Les Jeux de la francophonie se poursuivent à Nice, en France. Plus de 10 pays francophones se disputent le podium. Dans la discipline peinture, 3 artistes représentent la Côte d'Ivoire et espèrent la première place. Ils ont présenté leurs œuvres dans la journée au Niçois. Le point de notre envoyé spécial à Nice, Sébastien Rougna. Les artistes peintres ivoiriens sont bien représentés au 7e Jeu de la francophonie. Kona Pascal, professeur d'art plastique, a présenté un tableau de peinture qui offre une vue du quartier Yopougon. Tableau réalisé en 4 jours. Soumis aux questions des enfants qui sont venus apprécier sa réalisation, il a expliqué que c'est à partir de circuits imprimés que cette création a vu le jour. Une ville en miniature suivant une perspective à vol d'oiseau. Quelle est la vision que vous avez par rapport à nos gestes dans notre ville? Je présente la réalité de la ville. Nous sommes en train de construire. Nous avançons. Mais quel héritage on vous laisse, à vous, les enfants? Yanzi Saint-Étienne, artiste photographe, peintre, a mis l'accent sur la catégorie art visuel, grattage sur photo, qui retrace l'ambiance dans la ville d'Abidjan. La sculpture spéciale installation de Yapo Patrick a constitué également une curiosité. Michel Barbouto, professeur de poterie-modélage dans un centre culturel de Nice, a été séduit. Je pensais que c'était de la terre cuite et on m'a dit que c'était du carton. Donc ce qui me surprenait malgré tout, c'est que moi, en tant que professeur de terre, je me demandais comment la terre pouvait tenir avec le carton sans le faire cuire, bien évidemment. Et on m'a expliqué la technique, voilà. Donc je suis ravie de tout cela. Dans 2 jours, ces artistes peintres connaîtront leurs résultats. Prions que le podium soit ivoirien. 3e et dernier titre de ce 20h, une porte de sortie pour éviter l'intervention en Syrie est-elle en train de se dessiner? Alors que le Congrès américain semble se diriger vers un vote négatif, une nouvelle option qui devrait arranger beaucoup de monde a en tout cas été avancée hier. La Russie a appelé la Syrie à placer sous contrôle international son arsenal chimique pour éviter des frappes occidentales, proposition approuvée par Damas et Téhéran. Regardez. La crise ouverte par l'armement chimique de Bachar el-Assad a connu lundi un rebondissement spectaculaire. Quelques heures après une rencontre avec son homologue syrien, le chef de la diplomatie russe a fait état d'une proposition américaine de placer cet armement sous contrôle international pour éviter une frappe. Nous ne savons pas si la Syrie acceptera cela, mais si l'établissement d'un contrôle international sur l'armement chimique dans ce pays permet d'éviter une frappe, nous commencerons immédiatement à y travailler avec Damas. Saisissant le message au vol, Damas et Téhéran ont aussitôt approuvé le plan. Je déclare que la République arabe syrienne accepte l'initiative russe. La République islamique d'Iran est favorable à cette initiative qui pourrait stopper la militarisation de la région. Prenant acte de ce revirement, le président américain en a tiré les premières conclusions.
Nous n'en serions pas à ce point s'il n'y avait pas eu derrière une menace militaire crédible renforçant la convention qui interdit l'usage d'armes chimiques. Assad n'a pas de capacité militaire importante comparée à nous. Par contre, ses alliés, l'Iran et le Hezbollah, l'ont. Ils pourraient lancer des attaques asymétriques contre nos ambassades dans la région, par exemple. Mais nous pensons qu'actuellement, ils ne veulent pas faire une chose pareille. C'est à vous, messieurs. Seul allié des États-Unis dans cette fermeté, la France a annoncé dans la foulée qu'elle allait présenter à l'ONU un projet de résolution contraignant pour le contrôle et le démantèlement des stocks chimiques syriens. Accueillie avec soulagement par toutes les chancelleries, y compris de la Ligue arabe, la pause dans la frappe annoncée est plutôt mal vécue par l'opposition syrienne. Elle y voit une nouvelle occasion laissée au régime d'Assad de continuer à massacrer la population avec des armes non chimiques. Et j'ajoute que faute d'accord entre les partisans de l'option militaire et les partisans de la Russie, la réunion prévue au Conseil de sécurité sur la Syrie ce soir à 20h a été ajournée. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 sur le coup de 21h. Vous pourrez suivre l'émission RTI 1 reçoit. Ce soir, à la barre, Paul Kofi, ministre auprès du président de la République délégué à la Défense, pour décrypter l'actualité sécuritaire et les réformes dans le secteur. Moi, je vous retrouve demain. Portez-vous bien. Bonsoir.